Bon, ben on va commencer. Bonjour à tous. Merci d'être venus pour cette présentation de nos résultats commentés par des clients intéressants. Voilà, donc on va dérouler pendant 45 minutes des résultats principaux de nos travaux. Alors, autour de deux baromètres. Chaque année, donc, on réalise un baromètre auprès des Français sur le tourisme de loisirs. Donc, dans ce baromètre, on exclut ce qui n'est pas tourisme de loisirs, c'est-à-dire par exemple tourisme médical, tourisme commercial, pèlerinage, séjour linguistique. On est vraiment dans le tourisme de loisirs au sens strict. Et dans ce baromètre auprès des Français, donc, qu'on interroge, 1000 Français représentatifs par quota croisé, sexe, âge, région, CSP, taille de la commune, sont interrogés par des enquêteurs professionnels pendant 1 heure. Et donc, au cours de cet entretien, on balaye une centaine de questions avec les Français sur leur séjour de loisirs. Voilà, pour ce baromètre. Et puis, le deuxième baromètre qui va être présenté aujourd'hui, enfin, certains résultats, lui, est dédié aux agents de voyage. Alors, pourquoi les agents de voyage? Parce qu'ils font partie, évidemment, de la distribution des voyages en France de manière importante. Et surtout, ce sont des gens qui voient les clients, qui discutent avec eux, qui discutent avec les fournisseurs. Et donc, ils ont une vision à la fois de l'offre et de la demande en face à face. Et donc, on essaie de relever justement auprès des agents de voyage depuis 12 ans, c'est le 12e baromètre, celui des Français, c'est le 16e. On relève justement ce que les agents de voyage voient auprès de ses fournisseurs et de ses clients. Donc, c'est une étude qu'on vient tout juste de terminer. Il y a 8 jours, on a fini le terrain de ce nouveau baromètre auprès des agents de voyage. Voilà, donc à mes côtés, il y a Corinne d'Atout France, qui est sous-directrice de l'ingénierie, Salvador, qui est directeur adjoint de l'Office espagnol du tourisme, Pierre, qui est directeur B2B du parc du Futuroscope, et Arnaud, qui est cofondateur d'Assure Travel. Donc 4 métiers différents. On aura 2 petites pauses où ils pourront commenter. Et peut-être déjà en introduction, quelques mots d'introduction par rapport au parc, par exemple, et puis à Assure Travel. Bonjour à tous. Donc, le parc du Futuroscope, on est une belle aventure. Hein. Aujourd'hui, c'est le premier parc en France avec 50 millions de visiteurs depuis 30 ans, avec un positionnement marqué par la pédagogie, par l'entertainment, et puis un positionnement sur le marché qui est atypique, une vraie différence. Une belle aventure avec aujourd'hui un trend sur 2 millions de visiteurs, marqué aussi par une destination. Le Futuroscope, c'est avant tout une destination, puisqu'on a 60% de nos visiteurs qui sont là en 2 jours. Et donc, ce que va présenter Guy Rafour a beaucoup de résonance par rapport à nos propres métiers. Arnaud. Bonjour, Arnaud Gérard, donc Assure Travel. Nous, on est courtier grossiste, donc on assure à peu près 900 voyagistes dans tout domaine d'activité. On est une boîte assez technologique et on essaie notamment d'améliorer l'expérience client des clients agents de voyage, tour opérateurs. Merci. Corinne. Bien. Bonjour à tous, Corinne Lespinasse-Taraba, je suis directrice ingénierie auprès d'Atout France. Atout France, c'est l'agence nationale de développement du tourisme en France, qui est donc représentée dans 33 pays dans le monde et qui assure notamment la promotion de la France à l'étranger. Moi, je représente une ingénierie qui travaille beaucoup plus sur les problématiques d'investissement, d'offres, enfin sur de qualité d'offres. Et donc, à ce titre, on a également des outils de veille, des outils d'analyse qui nous permettent, en croisant du reste avec M. Rafour, des grandes tendances d'évolution de consommation de la destination France dans son ensemble. Merci. Salvador. Oui, bonjour. Bon, oui, bonjour, je suis Salvador Pernas et je suis le directeur adjoint de l'Office espagnol du tourisme à Paris. Donc, on fait partie de Tour España, qui est l'organisme de promotion de l'Espagne à l'international, qui dispose d'un réseau de 33 offices de tourisme de par le monde. Et donc, voilà, on se charge de la promotion de l'Espagne en France, mais aussi on fait des études de marché, un peu de l'intelligence de marché. Donc voilà, je suis très heureux d'être aujourd'hui
et d'être présent au moment de tes annonces, Guy. Merci. Donc on va démarrer, donc on va plutôt voir des résultats. Alors le code couleur en fait va vous permettre de repérer les résultats qui proviennent du baromètre auprès des Français. Donc ça va être bleu et le code vert ça va être pour les résultats qui seront liés au baromètre auprès des agents de voyage. Alors donc sur la clientèle loisir, donc c'est des photos perso hein, que j'ai mis, c'est un petit peu pour illustrer. Ça c'est en Crète. Bon. Ça, c'est en Normandie. Alors, en tout cas, voilà, ce que l'on remarque et qui est vraiment très important pour notre secteur d'activité, c'est le besoin vital de partir des Français. Pour 2018, il n'a jamais été aussi élevé. 55% des Français partis ont déclaré avoir ce besoin vital et prêts à sacrifier d'autres dépenses pour pouvoir assouvir ce besoin. Donc ça, c'est un résultat. Pourquoi il est très important ? Parce que, évidemment, le tourisme, on le prend hein, en termes budgétaires sur le revenu libéré, c'est-à-dire quand on a payé les charges contraintes par rapport à la totalité des revenus qu'on peut avoir. Mais en tout cas, dans le revenu libéré, ça fait partie des priorités. On enlève d'autres loisirs pour pouvoir partir. C'est vraiment quelque chose qui est vécu comme important. Et 5 points de plus sur l'année 2018, c'est vraiment très important, ce besoin vital. Alors, justement, je vous remets là. Vous allez voir le taux de départ, ça c'est Hervé Malmaison. Toute la famille en train de partir, surveillée par le piercing. Voilà, ça c'est vraiment le panorama du taux de départ des Français. C'est important d'avoir les chiffres en tête. Alors, vous avez, en fait, dans ce baromètre, on mesure 3 taux de départ. On mesure celui en court séjour marchand, c'est-à-dire avec hébergement payant, marchand. C'est 33% des Français. Bon, il y a une très légère baisse par rapport à l'année d'avant, c'est le bilan 2017. Hein. On est à 33%, on était à 34%. Mais disons, il faut retenir qu'il y a à peu près 18 millions d'individus en France qui partent en court séjour marchand. Ensuite, vous voyez le long séjour marchand, hein, c'est 4 nuits et plus. Le court, c'est 1 à 3. Le long séjour marchand, on est à 41% des Français. C'est la plus grosse part des partants. C'est plus de 22 millions de Français qui prennent des longs séjours marchands. Et après, vous avez les longs séjours non marchands, c'est-à-dire en famille, amis, résidence secondaire. Là, on est à 29%. Et vous voyez l'écart qui est très important entre 12 points, entre les séjours marchands et non marchands. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, les Français, en fait, font des séjours plus courts, mais ils veulent changer. Ils veulent avoir le choix complet, ils veulent un séjour plus intense, plus expérientiel. Ils recherchent de nouvelles aventures, si on peut le dire. Et du coup, ils privilégient, même si c'est un effort financier, le séjour marchand, c'est qu'avec hébergement payant, parce que ça leur permet de découvrir, encore une fois, de nouvelles destinations. Ce n'est pas forcément des destinations très lointaines par rapport à celles précédentes, mais c'est de changer. Il y a une volonté, on l'a vu au niveau politique, mais il y a une volonté, on pourrait dire, de dégagisme qui s'est vue aussi dans le tourisme, très forte, c'est-à-dire que les comportements se déteignent dans tous les secteurs. Et quand on fait le total, au moins un départ sur ces 3 types de séjours, eh bien on arrive à 64% des Français pour l'année 2017. Il y a un graphique après, je vais vous montrer comment c'est calculé très rapidement. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que 35 millions de Français, pour l'année 2017, ont pris, et d'ailleurs, vous voyez, c'est même applaudi, ont pris des séjours en 2017, marchand court ou marchand long ou long non marchand. Voilà. Et je vous ai mis en dessous, vous voyez, en fait, ce qu'on appelle les vacances. Alors, j'ai bien recherché sur les définitions statistiques. En fait, vacances, il n'y a pas de définition de longueur. Alors, mais si on prend que les longs séjours, on est à 59% des Français, voilà, qui prennent des longs séjours, courts, enfin, marchands ou non marchands. Donc voilà pour le panorama. Et en fait, il y a, bon, c'est la loi du crible de Pareto, Poincaré, pardon. C'est la loi du crible de Poincaré. Et en fait, quand vous mettez les 3 types de séjours et vous faites les intersections entre les séjours, voilà ce que ça donne. On retrouve les 41 longs séjours marchands, les courts, les longs non marchands. Et vous voyez qu'il y a des intersections. En fait, ce sont les Français qui font les 2 ou 3 types de séjours en même temps. Voilà. Et en fait, en calculant avec cette loi, eh bien, on arrive aux 64% de Français. Mais c'est pour montrer, par exemple, que 21% de Français font du court marchand et du long marchand. Il y en a 12% qui font du long marchand et du long non marchand, ceux qui font les 2 types de séjours, etc. Donc il y a toutes les configurations ici. Alors, ça, c'est très important, puisqu'en 2017, on a battu un record.
On a atteint, depuis 16 ans qu'on faisait le baromètre, on n'a jamais eu ce chiffre-là, on a atteint 64%, donc encore une fois 35 millions de Français, qui sont partis comme ça en court séjour marchand ou long séjour. Donc c'est 35 millions, et vous voyez que c'est un record. Alors, on n'est pas en Chine, donc l'augmentation de la population française, il faut savoir qu'elle est de l'ordre de 270 000 personnes par an, hein, sur les 15 ans et plus. Bon, là on a également applaudi. Mais donc, la hausse en millions, parce que vous voyez, en 2006, on était à 60, 31 millions, on est à 35. Les 4 millions, donc en 11 ans, elle est due évidemment en partie au fait que la population française ait augmenté, mais aussi on voit qu'en pourcentage, il y a une tendance à la hausse, une tendance seulement, ce n'est pas l'explosion du taux de départ. Il y a encore, vous voyez, 36% des Français qui ne partent pas dans l'année, que ce soit en cours ou long séjour, et ça, évidemment, ça interpelle, puisque c'est essentiellement un problème pour la moitié d'entre eux de revenus disponibles, et pour l'autre moitié de problèmes liés à des personnes âgées à s'occuper, des enfants en bas âge, la recherche d'un travail ou autre. Donc voilà les principales raisons, mais on a quand même battu en 2017 un record. L'année 2017, sur beaucoup de points, a été très favorable au tourisme. Voilà, et elle a été d'autant plus favorable, parce qu'on vient de voir le taux de départ, mais en plus, pour ceux qui sont partis, on remarque qu'en nombre de périodes prises dans l'année, c'est-à-dire selon février, Pâques, été, Toussaint, Noël, hors vacances scolaires, en 2016, on était à 2,3 périodes en moyenne prises par les Français, et en 2017, on est à 2,7 périodes en moyenne, c'est-à-dire 0,4 périodes prises en plus par les Français en 2017. Donc vraiment une très bonne année touristique. On verra ce que donnera 2018. Hein, évidemment, on est en septembre, on le verra quand on fera la nouvelle étude barométrique au mois de janvier-février. Mais en tout cas, il y avait une vraie embellie en 2017. Alors, très important, c'est mon petit-fils, après le globe est tombé d'ailleurs, mais le taux de départ des Français selon France métropolitaine, étrangers et dom-tom, c'est quelque chose qu'on mesure chaque année. Voilà, ce qu'il faut savoir, si vous voulez, dans la distribution en termes de destination, la France reste très majoritaire auprès des Français. D'ailleurs, on est un pays atypique, puisque très fort taux de départ en France même, et on est le premier pays, hein, Salvador, vous êtes second, mais on est le premier pays touristique, même s'il y a des histoires statistiques et autres, en tout cas, on est le premier pays touristique. Et c'est vrai qu'on a ce qu'on appelle un présentiel qui est très très fort dans notre pays, d'où la gestion des flux qui est très importante à avoir, puisqu'on a à la fois beaucoup de Français qui restent en France et un très fort taux de touristes qui viennent également chez nous. Donc 80% sont partis en France, 38% sont partis à l'étranger. Et ce qu'il faut noter que pour l'année 2017, on a eu 4 points de plus de départ à l'étranger par rapport à 2016. Donc il y a eu une hausse du départ à l'étranger en 2017. Donc c'est, vous voyez, 13,3 millions de Français qui sont partis à l'étranger, et 18% des Français ont fait les deux, France et étranger. Alors là, vous voyez à gauche, vous avez un chiffre issu de l'étude AGV, agent de voyage qu'on vient de terminer. On leur demande quelles sont les principales destinations que doivent développer les tours opérateurs et puis les acteurs du tourisme. Les agents de voyage avaient mis la France en 2017 en premier, mais ils savent que c'est difficile à vendre. Mais cette année, en 2018, ils ont mis l'Europe méditerranéenne en premier, dans les souhaits de développement de l'offre touristique parmi toutes les destinations. Donc voilà les souhaits des agents de voyage. Voilà. Alors, on a demandé également aux agents de voyage, c'est le chat de la voisine, le bilan, là, les premiers bilans qu'ils ont, puisque la saison été n'est pas finie, hein, ça se termine fin septembre, le bilan des ventes loisirs pour l'été 2018. Alors, voilà, satisfaisant pour 67% des agents de voyage, hein, le titre vert, donc agent de voyage, 6% très satisfaisant. Donc vous voyez qu'on a un total de satisfaisant de 73%, ce qui est un taux important, là pour les premiers bilans de l'été. Alors, en léger recul par rapport au bilan de l'été 2017, puisque vous voyez les chiffres en petit, très satisfaisant était à 13 et 63 pour le satisfaisant. Donc on perd un petit peu de très satisfaisant par rapport au satisfaisant, mais bon, globalement, on est quand même sur un trend
qui est positif et d'ailleurs corroboré par les différentes présentations qu'on a pu entendre depuis hier dans ce salon qui était extrêmement intéressante et qui corrobore ces chiffres de satisfaction de la part des agents de voyage. Voilà, donc juste une petite pause par rapport à des commentaires que les témoins pourraient avoir. Alors, honneur aux femmes, puisque la parité n'est pas là. Alors, Corinne, si vous avez un petit commentaire par rapport à ce qu'on vient de voir comme données. Non, enfin, je trouve que ce sont des résultats qui plaident très favorablement pour le tourisme des Français et en France. En revanche, voilà, après on peut regarder le verre à moitié plein, à moitié vide. Je trouve quand même que le taux d'insatisfaction de l'activité des agents de voyage, par exemple, plus d'un quart, c'est important. Donc je pense quand même que c'est en progression surtout par rapport à l'exercice précédent. Donc il y a sans doute là derrière leur activité, derrière leur volume, derrière leurs conditions d'exercice, dont on reparlera, je crois, y compris d'Internet, des vrais sujets, mais que c'est plutôt satisfaisant. Et effectivement, nous, on l'observe dans d'autres études. Les Français, aujourd'hui, comme leurs amis et voisins européens, voyagent de plus en plus en dehors de France, parce que, comme tout le monde, ils profitent des opportunités de la distribution, des opportunités, notamment des low cost, pour voyager de plus en plus à l'étranger. Merci. Salvador. Oui, enfin, juste commenter sur cette diapositive, là, ce slide, quand même c'est quand même un taux étonnamment bas, celui des Français qui partent à l'étranger hors de France. Parce que le 38% inclut les dom-toms, mais si on enlève le 18% qui se déplacent en France, dans les dom-toms et à l'étranger, ça fait que finalement les Français voyagent encore très peu à l'étranger. Très peu. La France est une destination, le tourisme français est éminemment domestique. On peut le comprendre. Mais je pense que ça reste un vrai défi de faire que les Français voyagent plus à l'étranger. Puis une autre donnée assez surprenante, à mon avis, c'est qu'il y a 36% des Français qui ne voyagent pas du tout au cours de l'année. Je trouve que c'est un chiffre très élevé. Et je me demande quelles sont les explications, parce que c'est quand même plus d'un tiers de personnes qui ne partent pas en vacances, même chez eux. C'est très élevé. Je ne connais pas le chiffre espagnol, je ne sais même pas s'il est étudié, mais ça m'étonnerait qu'il soit aussi haut. Donc je pense que c'est un marché qui peut énormément croître, qui peut énormément s'élargir en ce qui concerne les destinations étrangères. Ça reste un marché qui est encore finalement assez réduit, quoi. Alors, juste pour te répondre sur les 36% qui ne partent pas et qui avaient un petit peu baissé, mais qui est quand même très important, les deux raisons principales, encore une fois, c'est dû au revenu, pouvoir d'achat, très important. C'est 50% des 36 et 50% pour des raisons dans la recherche-travail, enfants en bas âge, personnes âgées à s'occuper, peur de partir. Hein. Moi, personnellement, j'ai fait beaucoup de travaux sur le départ des non-partants et donc une notion d'accompagnement. Donc c'est vrai que c'est un vrai challenge parce que quand on voit que 55% des Français ont envie de partir, et on se besoin parmi les Français partis, et parmi les Français non partis également, c'est un taux important. Et c'est vrai que c'est un défi. Arnaud ? Oui, mais je pense que déjà ce léger tassement constaté par ton étude sur 2018 par rapport à 2017 est dû au fait que pour tous les acteurs que nous sommes, 2017 a été un cru vraiment exceptionnel. 2018, je pense pour nous tous, est un très bon cru. Après, c'est vrai que par rapport à ces voyageurs qui ont du mal à quitter la France, c'est vrai que nous le constate dans les réseaux d'agents de voyage et de voyagistes, il y a un vrai besoin de rassurance, c'est clair. Ils ont, on va le voir après dans la suite de ton étude, mais ils ont une crainte par rapport à différents facteurs exogènes, ces mêmes voyagistes, que ce soit des problèmes géopolitiques, des problèmes géoclimatiques ou autres. Et c'est vrai qu'on a un vrai rôle de rassurance pour libérer ces Français qui partent de plus en plus loin, parce qu'ils sont de plus en plus âgés, ils vont n'importe où dans le monde, mais à côté de ça, ils veulent de la rassurance. Ouais. Merci. Pierre ? Alors moi, je vois des éléments qui sont essentiels. On voit bien qu'aujourd'hui, le loisir, le tourisme, c'est un besoin vital. On a utilisé le terme besoin vital. C'est Deleuze qui disait qu'on n'est plus une société de consommation, mais une société de loisirs. Et on est au cœur de cette société de loisirs.
Le Futuroscope, on est vraiment, et les parcs au global, hein, on est au cœur de cette nouvelle tendance. 2017, et je te rejoins, a été une année exceptionnelle avec 2 millions de visiteurs. Et on est vraiment au cœur avec le développement des courts séjours marchands, hein, puisqu'on a vu vraiment une évolution depuis quelques années sur le 2 jours et voire le 2 jours et plus. Il y a une notion aussi qui nous paraît aussi essentielle, c'est la notion, et tu l'as cité, c'est la notion d'expérience. Aujourd'hui, un visiteur, il cherche au-delà d'une visite, il cherche une immersion, il cherche à travers le parc et à travers le regard qu'il va avoir sur le parc, une expérience personnalisée, une interaction. Et ça se ressent à travers justement les besoins de nos clients. Et puis également les taux de départ. Hein. Effectivement, les taux de départ, on a 70% de nos visiteurs qui sont issus d'une zone géographique à plus de 3 heures. Donc c'est vraiment en parallèle et en juxtaposition par rapport à ce qu'on voit. Bon, après, effectivement, il y a encore 30% des Français qui ne partent pas. Et l'idée, c'est de se dire comment peut-on faire demain pour favoriser justement ce type de départ. Alors évidemment, dans les 36%, il n'y a pas les excursionnistes, puisque ceux qui viennent à la journée ne sont pas dedans. Mais ce que tu dis est effectivement très intéressant. On a vu les parcs au début qui ne faisaient pas du court séjour. Et on a vu se développer les offres avec hôtel, avec une nuit sur place pour pouvoir visiter plus tranquillement. Ça, c'est un vrai gain pour le tourisme. Avec tous les parcs ont fait ça maintenant, ont développé des hôtels, même les parcs zoologiques. Oui, aujourd'hui, c'est devenu un vrai standard voilà. Au niveau des parcs, avec le développement du resort, avec des investissements qui sont lourds, et également avec la thématisation forte pour justement prolonger l'expérience du visiteur au-delà du parc. Voilà, donc alors justement, on va aborder la deuxième partie, il y en a 3. C'est celle liée au e-tourisme. Hein. Donc ça, c'est pris en Normandie. Il est bien atterri. Alors voilà, il y a quand même un phénomène évidemment très important dans le paysage, puisque vous voyez, je vous ai montré tout à l'heure, hein, le taux de départ des Français, encore une fois, bon, quelque part on est à... Voilà, ça oscille entre 60 et 64% en 11 ans, donc bien malheureusement, hein, on n'augmente pas tel qu'on le souhaiterait. Par contre, parallèlement, il y a un phénomène majeur qui change la manière de consommer hein, le tourisme. En tout cas, c'est tout l'aspect infomédiaire. Ce sont les e-touristes. Puisque là, pour le bilan 2017, près de 80% des Français ont préparé en ligne. Et ça change beaucoup de choses. Par rapport justement à ce qu'on évoquait de l'aspect expérientiel, de la recherche de personnalisation, de thématisation, en fait, on est passé d'un marketing de masse à un marketing de niche. Et les niches, on les trouve beaucoup plus facilement en ligne, puisque en fait, les gens maintenant font des requêtes quasiment en langage naturel de plus en plus fines sur les moteurs de recherche, et du coup trouvent les réponses adéquates à leurs recherches. Après, ils vont pouvoir effectivement, et ils le font, ils vont aller réserver auprès d'acteurs traditionnels, tour opérateurs, agents de voyage, ils vont téléphoner, ils vont être... En fait, vous avez actuellement, ce qui est complètement nouveau, vous avez un consommateur qui est responsive, comme doivent l'être les sites aussi, mais un consommateur qui finalement, à un moment donné, il est dans le métro, et surtout dans le métro d'ailleurs, il va s'évader en regardant des offres touristiques, puis après il va être à son bureau. Troisième utilisation des ordinateurs personnels au bureau, c'est pour préparer ses vacances, hein, il faut le savoir. Donc là, il sera sur son ordinateur de bureau, il va être chez lui, il va regarder avec sa famille, ou d'ailleurs souvent son épouse, puisque les femmes préparent beaucoup plus que les hommes les séjours. Ça peut être entouré d'amis, d'enfants, de sa tribu, etc. Et donc, le e-tourisme est en train de changer la donne en termes de préparation, puisque c'est tout le temps, c'est l'aspect interactivité, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, où que l'on soit, c'est la possibilité d'accéder aux offres touristiques, et jusqu'à la dernière minute. Et dans cette révolution, il y en a une autre, c'est celle du M-tourisme. Donc, c'est l'accès par les smartphones et les tablettes. Et on a mesuré dans le baromètre donc un chiffre très important, c'est 58% des Français partis qui ont préparé ou réservé en partie tout ou partie de leur séjour en ligne.
Voilà, donc on est vraiment dans un phénomène majeur et qui bouleverse évidemment, en termes d'infomédiation, évidemment toute la chaîne touristique et les agents de voyage. Et justement, on évoque cela avec eux. Alors déjà, puisque le consommateur butine, hein, c'est dans le jardin. Voilà. Alors comment on pose cette question aux agents de voyage, mais comment vous percevez, vous, le fait que les clients aient déjà préparé, pour une grande partie, le projet de séjour sur Internet? Est-ce que c'est plutôt un avantage, inconvénient, ou est-ce que vous êtes neutre? Alors, vous voyez que avantage, en 2017, comme l'année était quand même très porteuse, bon, on était à 45%, c'est plutôt un avantage. Mais 2018, on revient, on est au-dessus de 40%, mais vous voyez que ça reste 42% en avantage, 11% en inconvénient, donc on est majoritairement avec des gens qui sont neutres et plutôt un avantage, on peut dire. Donc c'est pas... voilà, on va le voir pourquoi. C'est une grande neutralité en priorité par rapport au fait que ce soit un avantage. Alors on leur demande justement, c'est ce qui nous a demandé le plus de temps à analyser en peu de temps, ce sont les réponses ouvertes, puisque dans l'étude, ils s'expriment librement. Quels sont les avantages et les inconvénients? Et on est au cœur du sujet, puisque les agents de voyage, là, ce sont des agents de voyage traditionnels, hein, face à face, qu'on interroge volontairement. Alors les avantages, eh bien, du coup, comme on a des clients qui arrivent, qui ont déjà préparé quelque part, ils ont déjà des idées en tête. Du coup, l'agent de voyage va compléter, en fait, va dire ça, je vous conseille, ça, je ne vous conseille pas, mais vous avez vu ça, etc. Donc, il y a une notion de ciblage qui est plus intéressante. On gagne du temps, du coup, avec le client. Donc, une meilleure gestion de la file d'attente. On peut mieux mettre en avant son savoir-faire, parce que vous avez les agents de voyage, ils ne sont pas restés les deux pieds dans le même sabot. Ils ont vraiment fait des évolutions en termes de veille, d'outils, de lecture, de discussion avec les fournisseurs très importantes. Donc ça permet de mettre en avant son savoir-faire vis-à-vis des clients qui se présentent. Et vous savez que les clients qui vont en agence de voyage, c'est surtout quand ils partent à l'étranger, puisque l'intermédiation pour la France est faible. Les 80% qui partent en France, essentiellement, ils prennent, d'ailleurs c'est un chiffre de la DGE, du SDT, ils prennent essentiellement leur véhicule personnel, donc ils ont pour la plupart pas besoin de transport. Et puis pour le reste, bon, bah, langue française, euro, on connaît le pays, c'est un petit pays, hein, la France, on a une facilité à préparer, donc on intermédie moins. Par contre, quand les Français vont à l'étranger, destinations inconnues, des mœurs différentes, des problèmes de climat, de visa, etc., enfin tout ce que tu évoquais, Arnaud, et que vous voyez dans votre métier de grossiste assureur, eh bien là, évidemment, on a davantage besoin d'intermédiation pour connaître les villes intéressantes, les parcours, les circuits, etc. Donc, mise en avant de leur savoir-faire. Et puis, du coup, ils sont quand même contents, parce que ceux qui viennent, c'est des gens qui ont choisi volontairement, par rapport à tout ce qu'ils pourraient faire en ligne, de venir les voir. Donc, d'avoir ce bagage, cet aspect humain de contact. Et ça, c'est un point fort, parce qu'on n'est pas dans la déshumanisation. Il faut quand même voir qu'on est dans le multicanal. C'est ça la réussite actuellement des choses. Le client, il est responsive et les agents de voyage doivent, mais ils sont en retard, doivent être de plus en plus multicanal. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, même si le client a commencé en ligne, il faut le récupérer. Même si il est venu par le site internet de l'agence de voyage, il faut qu'il puisse le suivre derrière, lui proposer quelque chose, le faire passer, faire des soirées d'animation, faire de la gestion de la relation client, etc. Donc il y a une évolution très importante à faire de la part des agents de voyage et donc démontrer également qu'en termes de prix, l'agent de voyage n'est pas plus cher que ce qu'il pourrait trouver en ligne et surtout avec le temps qu'ils vont y passer. Et les inconvénients que voient les agents de voyage, eh bien, c'est que, évidemment, les gens ont cherché en ligne, très souvent sur des aspects de prix, et ils n'arrivent pas à redonner les prix, parce que le prix qui était trouvé en ligne, ils n'ont pas forcément tout lu, il y avait des choses en moins, etc. Et donc, ils viennent avec des idées de prix, avec des comparateurs autres, qui sont souvent irréalistes. Donc, ils sont bloqués par rapport à ça, parce qu'ils sont obligés d'aller voir pourquoi tel prix, etc. Et il y a un risque, mais on va voir qui n'est pas avéré, parce que les agents de voyage nous le disent eux-mêmes en temps de transformation, c'est qu'ils préparent en ligne, enfin, qu'ils viennent dans l'agence préparer, qu'après ils réservent en ligne. Et puis, ils sont souvent les clients qui arrivent, ont lu beaucoup de choses, ils sont surinformés, ils ne savent plus où ils en sont en termes de lecture d'avis, et donc ils arrivent avec ce bagage aussi là. Mais il y a, nous on le voit dans le baromètre auprès des Français, énormément de Français nous disent, mais finalement à un moment donné, moi j'ai pas le temps, et donc je confie
aussi mon séjour, même si je peux aller sur Internet. Mais ok, j'ai vu en gros, et puis après je vais confier à quelqu'un mon séjour et je vais revenir le voir une fois qu'il aura préparé. Donc il y a cet aspect de service qui est très important aussi, qu'on peut mettre en avant pour les agents de voyage, parce qu'il y a une surinformation, voilà. Et donc un aspect peut-être découverte plus limité. Alors justement, bon, ça c'est une photo comme vous le voyez prise au Louvre, un moment rare de connivence. Alors justement, les agents de voyage, on leur demande depuis des années, hein, puisque c'est un baromètre, eh bien, sur 100 clients qui viennent dans votre agence, combien finalement qui sont venus préparer auprès de vous ont finalement réservé. Et vous voyez que le taux est important. C'est là où, par rapport à tout ce que je vous ai évoqué, c'est réel, puisque les agents eux-mêmes voient bien. Ils connaissent leurs clients, ils les suivent, ils sont fidélisés. Et ceux qui savent vraiment, on a près du bureau un agent de voyage qui ferme à l'heure du déjeuner, le samedi et le dimanche, le soir tôt, et met les brochures sur l'escalier, c'est sûr que lui ne va pas réussir. Mais celui qui est ouvert quand les gens sont disponibles, qui va encore une fois, s'il a une file d'attente, va dire revenez me voir, on prend un rendez-vous, je vais vous préparer ça, je vous connais, qui va avoir une discussion avec le client en approfondissant les choses, parce qu'on voit une évolution vers le sur-mesure et la personnalisation, eh bien lui réussira. Et on voit, vous voyez, 60% de taux de conversion qui est très important hein, entre la préparation et la réservation. Voilà, alors un très gros sujet, alors ça s'est pris, parce que bon, une fois qu'elles auront mangé à la hauteur, on ne sait pas ce qui va rester après, ou alors il faut devenir une girafe. Mais le budget, c'est une vraie préoccupation pour les Français, et on voit d'ailleurs, vous voyez, d'une année sur l'autre, tu vois, Salvador, par rapport à ce que je t'évoquais sur le revenu, on voit une préoccupation qui est également perçue par les agents de voyage. Il y a 6 points de plus, et d'ailleurs le pouvoir d'achat, hein, tout le monde en parle actuellement. Pour l'année, là, récemment, on a vu qu'il stagnait et que le gouvernement essaie de tout faire, évidemment, pour augmenter le pouvoir d'achat pour l'année 2019. Mais le pouvoir d'achat a stagné et donc on a 6 points de plus, là, pour l'année 2018, perçus par les agents. Donc un budget qui est prédéterminé. Les Français ne veulent pas partir à crédit. Donc soit ils peuvent partir, soit ils ne partent pas. Encore une fois, il ne faut pas que ce soit un souci de devoir rembourser. Et du coup, eh bien, ils mettent de l'argent de côté. Patiemment, ils mettent de l'argent de côté sur leur budget, leur revenu libéré. Et donc, il y a une augmentation des Français qui mettent de l'argent de côté pour pouvoir partir. Donc, ils arrivent avec un budget prédéterminé. Et les agents de voyage ont beaucoup de mal à faire dépasser ce budget, hein, à argumenter pour le faire dépasser. Et il y a un très grand conseil, d'ailleurs, que l'on donne régulièrement aux clients. Surtout, si vous voulez réussir auprès de ces clients, il faut leur annoncer à l'avance, hein, et c'est valable pour les parcs, pour les croisières et dans plein d'endroits, annoncer par avance les options qui seront possibles. Parce que si le client arrive sur place et qu'il va découvrir des options qui vont l'intéresser et qu'il n'a pas les moyens de les consommer, il y aura une très grosse déceptivité, et notamment quand il vient avec sa famille, parce qu'il va être obligé de dire non, on ne peut pas, etc. Et donc, il vaut mieux annoncer à l'avant, faire un prix baissé s'il réserve à l'avance, mais au moins il sait où il va. Il a absolument besoin de savoir et un budget serré. Et notamment avec le e-tourisme mobile, eh bien de plus en plus, il va garder un budget pour le consommer avec ce qu'il va trouver en termes de smartphone ou tablette en temps réel. Voilà. Et c'est très vrai pour les croisières. Voilà. Et 70% des Français, vous voyez, c'est un chiffre conjoint qui nous disent de prévoir un budget. Alors, au total, est-ce que les Français réussissent leurs vacances? Donc, vous connaissez le Forum romain. Elle a posé, hein, elle était très gentille, cette mouette. Alors, est-ce que les vacances des Français, au total, sont très réussies? Eh bien, vous voyez que, oui, 66% des Français déclarent que leurs vacances sont très réussies, 31% plutôt réussies. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un nouveau client également, et ça, c'est également poussé par le e-tourisme. Quand on pose aux Français sur 19 critères de choix des destinations, 19, discriminants, et bien sur 19 critères, figurez-vous que ce n'est pas d'ailleurs ce que pensaient souvent les opérateurs, les Français prennent 12 critères en moyenne pour choisir les destinations. 12 critères sur 19 discriminants, c'est-à-dire vraiment... Et ça fait réfléchir. C'est-à-dire qu'on a un consommateur, bien sûr le budget, le climat, mais il y a l'hébergement, il y a l'enrichissement personnel, il y a la qualité de l'accueil,
toute l'empathie qu'une destination peut mettre à accueillir les gens. On a envie de les recevoir. Donc il y a plein de critères comme ça, il y a la durée du trajet, il y a l'assurance, il y a plein de critères qui vont rentrer en ligne de compte. Donc on a vraiment un client qui est complexe. Il y a des gens qui vont économiser énormément sur le transport, ils vont prendre une compagnie low cost. Par contre, ils vont prendre un hôtel 3-4 étoiles parce qu'ils veulent se faire plaisir sur l'hébergement. Donc on a un client qu'il ne faut pas juger comme ça au prime abord, il a pris un low cost, il fera du low cost après. Non, il va, encore une fois, être différencié, même dans l'intérieur de sa prestation touristique. Donc c'est complexe d'ailleurs pour les opérateurs que vous êtes. Voilà, et quand on leur demande pourquoi vos vacances ont été réussies, vous voyez, le climat, la météo, mais l'enrichissement personnel, la découverte, on est bien dans cet aspect, Pierre, expérientiel que vous développez évidemment, et normalement tu en parleras tout à l'heure. Le cadre, le dépaysement, les paysages, c'est pas forcément d'ailleurs aller très loin pour ça, mais en tout cas, c'est changer, c'est revenir riche de son séjour, même s'il a été plus court, puisqu'on sait bien que la moyenne c'est 8-9 jours. Mais en tout cas, voilà, la convivialité, la bonne ambiance, c'est pas des choses qui coûtent très cher à produire par les... Mais les gens ont besoin d'être accueillis, de sentir qu'on les accueille. Voilà. Alors justement, commentaire, juste avant d'aborder la dernière partie, évidemment, si vous le souhaitez. Corinne, commentaire par rapport à ce qu'on vient de voir. Oui, enfin, c'est intéressant. Enfin, il y a beaucoup de choses dans ce que vous montrez. Et c'est vrai que nous, dans les analyses que nous menons, on s'interroge aujourd'hui s'il faut continuer à parler d'internautes et d'e-touristes. Parce que quand on voit en 15-20 ans, je crois que Google a 20 ans cette année, comment ça a complètement drivé l'offre. Parce que touriste, c'est aussi une économie de l'offre quand même, ce qui conditionne, à mon avis, les comportements que vous décrivez. Et quand on voit aujourd'hui, y compris dans les générations dites des millennials qui ont 18 ans aujourd'hui et qui seront actifs dans 5 ans, on voit bien que ce levier d'information, ce levier d'achat, il est omniprésent. Enfin, je veux dire, quand vous avez 4 milliards d'internautes dans le monde, quand vous avez 75% de taux de pénétration d'Internet en Europe, 82% aux États-Unis, etc., on est tous internautes finalement. Donc, je pense que l'enjeu, d'abord, voilà, ça c'est la première chose qui m'inspire. Et la deuxième chose, c'est que ces résultats et cette omniprésence du canal Internet, enfin, il est également le symbole du poids de l'e-tourisme, parce qu'aujourd'hui, c'est une vente sur 2 est en ligne. Vous avez 43% aujourd'hui du marché qui s'opère en ligne en France. Vous avez des opérateurs comme Airbnb, Abritel, HomeAway, Booking, etc., qui écrasent. Aujourd'hui, je crois qu'il y a eu les derniers chiffres du FEVAD qui le montrent, qui sont dans les... Donc c'est aussi cette offre qui facilite. Donc la question, c'est plutôt de savoir, est-ce que j'achète directement sur Internet via ces opérateurs? Est-ce que j'ai recours à une agence de voyage en ligne? Et nous, on a vu sur les millennials, par exemple, que plus des millennials qui ont voyagé en Europe au cours des 2 dernières années, les Européens, plus de 80%, évidemment, achètent en direct un hébergement, une voiture, un billet d'avion. Mais quand on parle au marché plus lointain, c'est-à-dire les Américains, l'Inde, même la Chine, on tombe à 1 sur 2. Donc là, on voit bien toutes les vertus et toute l'utilité quand on part loin, quand on ne maîtrise pas la langue, quand on a besoin de repères, de l'intérêt d'avoir un point de vente. Donc vraiment, l'enjeu, pour moi, me semble-t-il, c'est ce dont on parlera après, c'est comment la distribution se réorganise finalement, et comment d'ailleurs, parce que ça, on le voit, regardez l'effet d'Amazon. Amazon, il y a 20 ans, ils ont absolument neutralisé, hélas, des réseaux de libraires, des réseaux de vente physique, etc. Mais aujourd'hui, ils changent de stratégie et ils s'adossent à des opérateurs physiques sur lesquels ils essayent de créer une chaîne de consommation qui s'organise entre l'online et l'offline finalement. Donc voilà, pour nous, la question aujourd'hui, c'était vraiment, est-ce qu'on parle toujours d'internautes? Merci Corinne. Salvador, des commentaires? Oui, enfin... d'un côté, enfin, moi j'ai l'impression que le développement de l'Internet et des achats en ligne va de pair avec l'apparition d'une nouvelle économie touristique. Une nouvelle économie touristique qu'on peut voir autant dans le locatif, dans les transports, on parle d'Uber, on parle d'Airbnb, etc. Ça va de pair et c'est en train, maintenant on est dans une transition où il y a une coexistence entre un secteur plus traditionnel et un secteur plus moderne.
Ça pose des nouveaux problèmes et tout ça vient de surgir, c'est assez récent, donc on en est encore au moment de se poser des questions, comment on va réguler ça, est-ce qu'il faut le réguler ou pas, où est-ce que ça va nous amener avec les problèmes que ça amène. Donc oui, je pense qu'on est dans un moment charnière quoi, pour l'industrie touristique et moi là je suis parmi ceux qui se posent des questions, je n'ai pas des réponses à apporter parce que peut-être il n'y en a pas. Et d'un autre côté, oui, enfin l'autre jour, il y avait quelqu'un du secteur qui me disait que effectivement, maintenant, les agences de voyage, par exemple, le city break disparaissait parce qu'il n'y avait plus tellement de valeur ajoutée à apporter à un city break. C'est tellement facile d'aller dans l'ordinateur acheter un vol et un hôtel que c'est pas. Donc, j'ai l'impression que c'est peut-être pas tellement l'information que peut apporter une agence de voyage qui est importante là-dedans, parce que l'information est partout. C'est très facile d'aller dans Internet, on peut acheter des guides de voyage, on peut tout à fait... C'est plutôt certains produits qui sont encore l'apanage des agences de voyage. Peut-être, comme disait monsieur, parce que ça les sécurise, peut-être dans des hôtels clubs où ça a du sens d'aller dans des enseignes pour acheter, parce qu'on peut avoir des meilleurs prix. Voilà les deux commentaires. Merci. Arnaud? Oui, je rejoins complètement ce que dit Salvador. C'est vrai que c'est nous, ce qu'on constate. Tu disais, Guy, tout à l'heure qu'il y a une forte émergence des marchés niches. Nous, aujourd'hui, sur les 900 voyagistes qu'on gère, plus d'un tiers, ils ont moins de 5 ans. C'est des startups hyper spécialisées. Aujourd'hui, c'est très facile de créer son agence de voyage ou son petit tour opérateur sur une thématique, sur une activité sportive. Là, on est en pleine Ryder Cup avec le golf, sur du trekking, sur une destination. Et aujourd'hui, rapidement, moi j'ai des clients qui ont 2 ans et qui ont 100 000 suiveurs sur Instagram, qui tous les matins vont poster une photo avec une destination, qui vont vendre 10 voyages dans la journée alors qu'ils ont une petite agence de voyage perdue en province. Donc je trouve que cette économie est en train de basculer et aujourd'hui, n'importe quel acteur agile et dynamique a sa chance et va concurrencer des mastodontes. Ouais. Merci, Pierre. Je rebondis sur agile et dynamique, puisque on est vraiment dans cet écosystème. Sur le parc, on a effectivement la majorité de nos clients qui passent par Internet, avec 6 millions de visiteurs uniques par mois. C'est le canal majoritaire. Et en même temps, il y a l'aspect humain qui est massif, puisqu'on a quand même on a un flux de 200 000 appels et mails qui viennent de nos clients pour se rassurer, pour avoir des informations complémentaires. Et là, l'aspect humain est essentiel. On parle de réalité augmentée, on peut parler de clients e-tourisme. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, il y a des agents de voyage augmentés où la valeur, elle est essentiellement liée à la connaissance du produit et cette capacité à émerger aussi l'expérience. Parce que l'expérience, elle ne commence pas forcément sur le parc, elle commence très en amont, sur le site internet. On dit souvent la première expérience du visiteur, c'est le site internet, mais c'est aussi le conseiller vendeur qui aura au téléphone ou par mail directement le client. Merci. Alors justement, on va conclure sur la troisième partie sur le secteur. Mais effectivement, bon, l'aspect spécialisation, encore une fois, le marketing des niches, on l'a vu très fortement se développer avec l'aspect expérientiel. Le voyage virtuel qui précède le réel, de plus en plus, puisque maintenant, au débit, on a les vues à 360 degrés, des vidéos, des diaporamas. On a des alertes, par exemple, les surfeurs, dès que la vague est assez haute, ils vont partir tout de suite. Où il y a de l'enneigement, on va déclencher. Ce que tu disais également, Salvador, c'est effectivement sur l'auto-packaging. C'est-à-dire, on prend un avion, on prend un séjour, et évidemment, Corinne également, sur l'aspect des pure players, maintenant qui mettent en relation le client avec des locations entre particuliers. Donc, c'est un phénomène majeur également. Donc, c'est vraiment, et pour chaque destination, finalement, c'est aussi une chance, puisqu'on parle de surtourisme parfois. Ça permet de mieux gérer les flux aussi et de mettre en avant des choses qui ne seraient pas connues du public, puisque avec les brochures, on était bloqué dans une impression, une diffusion, un coût de distribution, alors que maintenant, on peut mettre une centaine de thématiques par destination en ligne où les gens vont pouvoir se retrouver. Donc ça aussi, c'est un aspect très intéressant. Voilà, alors ça, c'est dans la famille en Toscane. Alors, la deuxième partie, pour conclure, c'est la vision des agents sur le secteur.
Alors on leur demande à chaque fois, ça c'est à Nice, les forces et faiblesses du secteur. Voilà, alors les faiblesses du secteur perçues par les agents de voyage, bon, mais évidemment, ils sont bousculés, hein, puisque ce sont des acteurs traditionnels, ils sont bousculés par ces gens qu'on a vus tout à l'heure, arriver, informés, qui ont veillé, qui trouvaient un prix, qui veulent la même chose, etc. Donc, ils sont bousculés par ça. Il y a l'aspect aléa exogène, il y en a de plus en plus. Hein. Toutes les études montrent que, par exemple, avec le réchauffement climatique, il y a une augmentation dans les fréquences des problèmes. On le voit actuellement dans les dom-toms, où le président de la République est là. Et puis, on voit les tensions internationales. Donc, l'agent de voyage, lui, il est complètement branché là-dessus. Il est obligé d'être au courant. Ça le rend aussi parfois anxiogène, il nous le dit. Et voilà, il cherche des solutions. Alors la solution, c'est l'assurance, parce qu'il va garantir, mais il a une responsabilité. Vous avez vu l'augmentation des aspects réglementaires vis-à-vis de l'agent, c'est pas simple à gérer. Il faut se tenir au courant, les gens peuvent se retourner contre eux, etc. Les prix, ils ont le sentiment parfois d'être à des prix plus élevés. Ils pensent qu'ils ont un déficit d'image. Ils ne sont pas toujours perçus comme des conseillers vis-à-vis des gens qui viennent les voir. Ils ne se sentent pas toujours réactifs en termes d'offres comme ils le souhaiteraient. Ils souhaiteraient plus de formation continue, des outils, encore une fois, pour le dernière minute, pour plus d'offres pour les familles. Donc ils souhaitent beaucoup des systèmes experts, en fait, dans lesquels ils pourraient trouver l'info en temps réel pour aider dans la discussion avec le client. La pression concurrentielle, puisque tout ça, par exemple, tu évoquais les 900 voyagistes, mais il y a plein de nouveaux voyagistes. Et donc la concurrence, elle est exacerbée sur toutes ces niches. Voilà. Et tout ce qui se passe au niveau du transport aérien. Dans les forces perçues, eh bien, leur professionnalisme. Sincèrement, c'est des gens, effectivement, qui sont, on va le voir, qui sont amoureux de leur métier. Il est très rare de voir un taux, comme on va le voir tout à l'heure, de gens qui aiment leur métier. Vraiment, c'est à souligner. Bon, après, on verra l'aspect confiance dans le secteur, mais dans l'avenir. Mais en tout cas, leur professionnalisme, la relation client. Ce que tu évoquais, c'est dire, OK, les gens sont renseignés, mais la différence viendra de cet aspect, de ce contact, où on va capter, comme on le fait là, on a des gens en face, on se parle, cet aspect relation humaine est très important. Ils vont chercher de l'offre, parce qu'on voit aussi une évolution dans les agents de voyage. Ils ne se contentent pas des catalogues, ils vont aussi être des mini-tour opérateurs, ils vont construire des circuits, des choses personnalisées, ils vont chercher, ils vont écouter, lire, etc., avec le développement demandé du sur-mesure. Vous êtes combien? Où est-ce que vous êtes déjà allé? Combien de temps vous voulez passer? Etc. Quelle est votre expérience du voyage? Donc la flexibilité qu'ils peuvent apporter, le SAV est très important. Le SAV est très important, puisque vous voyez, il se passe toujours des choses. On a vu un volcan tout d'un coup, une grève, Ryanair par exemple actuellement. Il faut savoir réagir, accompagner. Évidemment, ils adoubent le besoin vital, puisqu'ils le voient auprès de leurs clients, avec ce rêve, et le secteur qui innove quand même au total. Voilà pour les forces et les faiblesses. Alors justement, ça c'est... Voilà. La satisfaction des agents de voyage de travailler dans le secteur du tourisme, elle est réelle, elle est comme celle-là. Une béatitude, mais quand même très veille, puisque 94%, c'est très rare. Je suis sûr, quand vous regardez dans d'autres secteurs, ce n'est pas du tout le cas. Les gens sont très largement, très largement, quasiment majoritairement contents de travailler dans le secteur. Mais, vous voyez, je suis confiant dans l'avenir. 2017, c'était vraiment une année un petit peu euphorique, si on peut dire. Là, on est dans le principe de réalité. C'est-à-dire qu'on a baissé de 15 points, mais malgré tout, c'est pour ça que l'évolution est intéressante. On est quand même à 21 points de plus que l'année 2016, hein, où là, on était dans le trou, si on peut dire. Il y avait des inondations, les grèves de la loi travail, l'euro qui avait bloqué des choses, il y avait des conflits à SNCF et à Air France. On était avant les élections, avec, vous avez vu tout ce qui a pu se passer. On était vraiment dans une année noire. Et ça se traduit, vous voyez, incroyable, le baromètre, comment il traduit ce qui se passe dans le pays. Parce que vous savez, les agents, encore une fois, dans la relation humaine, ils discutent avec leurs clients, qui leur parlent. Moi, je voudrais partir parce que, et là, je dois un. Et du coup, mon budget est plus limité. Donc, 2016, on était là. Donc, un très fort taux d'optimisme pour 2017, 61. Et on revient plus fort qu'avant, mais on revient à quelque chose, encore une fois, dans le principe de réalité. On est confiant dans l'avenir à 46. On voit bien tout ce qui peut se passer.
Et une inquiétude quand même majoritaire, enfin à un point, mais majoritaire. Donc voilà, on regarde ce qui se passe dans cette situation. Voilà, alors on va conclure même certainement, parce qu'il faut laisser la salle à la demi. Donc on va faire un petit tour de table par rapport à ces derniers résultats sur secteur. Donc je vous demande de conclure chacun. Corinne, une conclusion par rapport à tout ça? C'est une fois de plus positif, même si on voit bien là quand même que pour 47%, il y a des facteurs d'inquiétude et je pense que c'est des points de vente physiques, hein, des agences de voyage physiques qui expriment ça. Ça veut aussi dire que de façon récurrente, ces résultats, on les observe dans la plupart des études. Donc il y a peut-être sans doute maintenant un petit peu de réaction, d'action-réaction, hein, à déployer. Si on comprend évidemment toute la valeur ajoutée de l'humain, d'un point de vue physique, de réassurance, c'est aussi un peu générationnel. Pas non plus oublier que d'ici 2030, 33% de la population aura plus de 60 ans quand même. Donc il y a aussi ces gens qui voyagent, qui sont des clientèles extrêmement intéressantes, qui ont besoin de cette réassurance. Donc il n'y a pas d'enjeu. Je vous le dis, hein, tout l'e-tourisme aujourd'hui rebascule sur du physique. Hein, ils appellent ça du phygital d'ailleurs, hein, dans les concepts, dans la distribution. Donc voilà, après, c'est comment j'optimise ma surface, comment j'optimise ma vitrine, comment je donne de la réalité augmentée dans les agences, comment je réaménage, je ne sais pas comment je gère l'attente, comment je fais un petit peu des showrooms finalement, des lieux et des destinations pour que ces agences deviennent des réflexes et des points de vente où effectivement on peut et se renseigner et surtout transformer. Je trouve que le taux de transformation de conversion est vraiment extrêmement fort, hein. 60%, c'est très bon. Oui, il a augmenté en plus. Dans les touristes, tout le monde ne fait pas 60%, hein, Ouais. loin s'en faut. Voilà, donc ça repose aussi des questions de fond sur leur coût d'acquisition. Donc, mais peut-être qu'il est temps maintenant qu'on voit ces évolutions se traduire un peu sur le terrain. Effectivement, les agents ont bien perçu qu'en fidélisant leur clientèle, le taux d'acquisition du coup était moins élevé, Absolument, et ils faisaient des efforts là-dessus. Salvador, une conclusion? Oui, enfin, voilà, donc simplement dire que oui, nous travaillons beaucoup avec les agents de voyage depuis l'Office de tourisme espagnol. Nous continuons à faire du Femme Trip. Nous continuons à les amener en Espagne pour leur donner des idées de circuit. On se creuse énormément justement parce qu'on pense qu'il faut leur apporter de la valeur ajoutée. On communique énormément sur nos villes. On essaye de leur fournir des arguments. On a une plateforme de e-learning sur l'Espagne. Donc oui, on continue de travailler avec eux. Je pense que le rapport avec le client est très important, mais il faut que l'agent de voyage soit prêt pour apporter quelque chose que le client n'a pas. Donc voilà. Merci. Arnaud? Oui, nous, à Surtravel, c'est vrai qu'on ne fait pas de B2C, on travaille qu'avec des agents de voyage et des tour opérateurs, donc ça prouve qu'on est archi confiant dans ces réseaux de distribution. Alors certes, dans ton étude, Guy, on voit bien qu'il y a près d'un quart des agents de voyage qui sont très inquiets pour inquiets ou très inquiets pour leur avenir, mais je pense que c'est ceux qui n'ont pas su faire évoluer leur fonctionnement et leurs outils, notamment si vous n'avez pas de package dynamique, si vous n'êtes pas capable d'être agile et de faire du sur-mesure. Je pense qu'effectivement, votre avenir est assez bouché. Mais à côté de ça, il y a on en parlait tout à l'heure, plein de nouveaux acteurs qui sont performants et qui font déjà de l'ombre à des acteurs traditionnels. Hein. Il y a pas mal d'acteurs traditionnels qui ont déjà même disparu du secteur au profit de nouveaux acteurs e-touristes ou autres. Donc nous, on croit beaucoup à ces réseaux traditionnels, en tout cas les plus dynamiques d'entre eux. C'est-à-dire que sur le multicanal, effectivement, ils ont du mal aussi à aller à la vitesse où il faut, puisque les pure players, évidemment, sont très forts, parce qu'ils ont attaqué sur la relation client dès le départ. Et on a vu, hein, ça a 20 ans, on le disait, avec une évolution absolument incroyable, 79% qui préparent en ligne. Donc c'est vrai qu'il y a un retard accumulé qu'il faut essayer de rattraper. Mais pendant qu'on essaie de rattraper, ça va encore plus vite, à la fois auprès du client et des méthodes. Et donc voilà, il faut aller très vite, mais ils le sentent. Pierre, une conclusion? Globalement, je vous rejoins, il y a quand même des éléments très positifs. On voit bien que les agents de voyage ont un regard vers l'avenir, vers le futur, avec une certaine assurance. C'est vrai que les réseaux de distribution ont vraiment évolué. Nous, on l'a vu aussi à travers nos métiers, à travers les partenaires avec lesquels on travaille, que ce soit des réseaux traditionnels ou indépendants. Ils arrivent aujourd'hui à s'adapter aux clients, à leurs demandes,
avec aussi une forte capacité aujourd'hui à travailler sur la personnalisation. On a quand même beaucoup d'agents de voyage qui travaillent sur des mini-groupes ou sur la personnalisation directe sur le parc du Futuroscope, et chose qui ne pourrait pas forcément, que le client ne pourrait pas avoir directement en passant par la centrale. Donc voilà. Une forte proactivité de leur part. Ouais. Voilà, donc il est 29, donc on libère bien la salle. Je vous remercie beaucoup de votre présence et puis évidemment les 4 témoins, et voilà, et puis à une prochaine. Voilà, merci à vous.